Je m'appelle Luc Foineau, je suis chercheur au CNRS en philosophie politique et rattaché à une équipe qui s'appelle le Centre sociologique et politique Raymond Aron de l'EHESS. Mon travail porte essentiellement sur l'histoire des idées politiques. J'ai consacré ma thèse à la philosophie de Thomas Hobbes. Ce travail a été publié en 2000. Depuis, donc, j'écris des articles sur Hobbes, mais j'ai aussi choisi depuis les années 2003, un séjour que j'avais fait à Oxford, de m'intéresser aux théories de la justice. Et c'est ce qui m'a conduit à, disons, participer à un réseau de recherche sur les théories de la justice mondiale et à rédiger avec Véronique Munoz-Dardet un ouvrage d'introduction qui est aussi en fait une traduction d'un entretien donné par John Rawls à des étudiants en 1991. Par ailleurs, je prépare depuis une dizaine d'années un dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle. La version anglaise est parue à New York et à Londres en 2008 et nous espérons faire paraître prochainement, en 2014, une version française augmentée de cet ouvrage qui présente des figures de philosophes peu connus qui ont illustré la philosophie française du XVIIe siècle. L'idée que nous avons eue avec Véronique, lorsque nous avons proposé de traduire cet entretien de Rawls, était de vous fournir une introduction. Et mon conseil, c'est de commencer par lire l'entretien lui-même avant de lire l'introduction à proprement parler ou la préface que nous avons rédigée. Pourquoi a-t-on besoin d'un petit livre d'introduction pour Rawls? C'est parce qu'un tel livre n'existe pas en France. On a, disons, des présentations plus ou moins longues, mais ce format d'introduction n'existait pas. Donc on s'est dit que c'était important de faire, disons, de vous donner les moyens de découvrir cet auteur. Alors là, la question qui se pose et qui va servir de fil conducteur finalement à mon propos de ce soir sera d'essayer de vous persuader qu'il est important dans, disons, le contexte politique, mais aussi social et économique qui est le nôtre en France aujourd'hui, de faire entendre la voix de ce philosophe universitaire américain, né en 1921, mort en 2002 et qui a fait toute sa carrière dans des universités d'Amérique du Nord. Il est né à Baltimore, où il a passé une partie de son enfance. Il a été scolarisé dans une école, disons, une école religieuse. Il est engagé dans l'armée américaine entre 1943 et 1946, donc il, disons, se base sur le front du Pacifique. Et l'essentiel de sa vie, et c'est souvent le cas effectivement avec les philosophes, se résume au travail intellectuel qui est le sien. Et il va faire, donc il soutient sa thèse, une thèse en philosophie morale en 1950, et à partir de 1950, il commence à mettre en place les éléments de sa philosophie politique qui vont conduire à la publication en 1971 de la théorie de la justice. Le deuxième point qui me paraît important, parce que vous n'en êtes pas nécessairement convaincu, c'est, disons, je voudrais faire quelques remarques sur le champ disciplinaire à l'intérieur duquel s'inscrit le travail de John Rawls. Comment le caractériser? J'ai dit qu'il s'était intéressé, ou je ne l'ai peut-être pas dit, mais il s'est intéressé lorsqu'il rédigeait sa thèse à la philosophie morale, il s'intéresse également à l'économie. Il avait hésité à un certain moment, il aurait pu effectivement s'orienter vers la physique, la chimie ou les sciences dures. Donc quel est le champ à l'intérieur duquel s'inscrit finalement cet ouvrage? Ce champ, on peut le caractériser en disant qu'il s'agit de la philosophie politique. Mais la philosophie politique, qu'est-ce donc? Comment caractériser effectivement ou préciser
la nature de cette sous-discipline de la philosophie. Généralement, pour répondre à cette question, on répond par des noms propres et on vous renvoie finalement à des auteurs dont vous avez entendu parler ou vous avez lu, surtout en classe terminale, peut-être relus depuis. On évoque les noms de Hobbes, Kant, Montesquieu, Benjamin Constant, John Stuart Mill. Il faut donc inscrire l'œuvre de John Rawls à l'intérieur, si vous voulez, de cette famille de penseurs. Ce qui caractérise la philosophie politique, c'est le fait de prendre au sérieux les valeurs qui sont inscrites sur le fronton de nos mairies ou sur le fronton des écoles, liberté, égalité, fraternité. Pour dire les choses de façon très simple, le travail du philosophe politique, c'est de proposer, et je dis le travail du philosophe politique dans une démocratie comme la nôtre, c'est de proposer aux citoyens et aux citoyennes des arguments. Donc, si vous deviez répondre à la question que fait le philosophe politique construit des arguments. Il construit des arguments dont la finalité est non pas seulement de vous convaincre, le but n'est pas un but rhétorique, mais il construit des arguments dont la finalité est de nourrir le débat public. De nourrir le débat public et de permettre aux hommes et aux femmes politiques d'agir dans le champ politique par rapport à, disons, des valeurs et des arguments. Donc on pourrait prendre, j'y reviendrai plus tard, mais le but de la philosophie politique, c'est de nourrir ce débat et, on l'espère, je sais aussi très bien, je ne suis pas naïf que c'est rarement le cas, mais de rendre possible, disons, de nouvelles politiques publiques avec un horizon qui est celui, effectivement, de la réforme de nos institutions. Pourquoi les Américains, ça a été son premier public, ou le public, disons, anglophone, s'est-il intéressé à cet ouvrage, a-t-il considéré que cet ouvrage apportait quelque chose de nouveau? Rawls répond à cette question de façon très simple en disant, finalement, s'il était paru 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, il serait, disons, tombé dans une relative indifférence. Lorsqu'il paraît en 1971, la société américaine sort d'une décennie, disons d'une longue décennie, dans laquelle les clivages profonds qu'il a travaillés depuis longtemps sont apparus tout d'un coup au premier plan. Ces clivages profonds, vous prenez la société américaine de l'immédiate après-guerre, les années 46, 47, jusqu'aux années 50, c'est une société relativement pacifiée en apparence, dans laquelle tous les citoyens semblent partager les mêmes valeurs, les mêmes principes et la même satisfaction, disons-le, globalement, de faire partie d'une société d'immigration capable d'intégrer des gens venus de pays extrêmement différents. Ce consensus, disons, politique américain va s'effondrer à la suite de deux mouvements, enfin d'une part d'un mouvement civique et d'une guerre. Le mouvement civique, c'est le mouvement pendant lequel s'est illustré Martin Luther King. Ce mouvement des droits civiques fait apparaître clairement aux yeux des Américains que leur société est une société profondément injuste, puisqu'elle ne reconnaît pas aux citoyens afro-américains les mêmes droits civiques qu'aux autres citoyens. Donc cette chose évidente, enfin, depuis la guerre de sécession, avait était en quelque sorte occultée, ignorée. Elle apparaît au premier plan lors de ce mouvement des droits civiques. Le deuxième moment de fracture de la société américaine est caractérisé par la guerre du Vietnam. La présence des Américains au Vietnam, leur lutte contre, disons, le Viet Cong, est interprétée par les uns, et c'est sur ce point que j'insiste, et c'est parce qu'il y a un véritable clivage profond au sein de la société américaine que j'en parle, par les uns comme une lutte, une guerre légitime, une guerre juste, pourrait-on dire, contre, disons, le communisme
et par les autres, cette guerre du Vietnam est interprétée comme une guerre impérialiste et par conséquent comme une guerre injuste. Le point sur lequel j'insiste, c'est que dans ces deux cas, le consensus autour des valeurs politiques américaines est en passe de disparaître. Lorsque certains parlent de liberté, ils disent une chose que n'entendent pas une autre fraction de la société américaine. Lorsque certains parlent d'égalité, ils disent une chose que n'entendent pas ou ne comprennent pas leurs concitoyens et concitoyennes. Donc cette rupture, disons, que connaît la société américaine est le contexte de la théorie de la justice de Rawls. Pourquoi? Parce que ces moments, et la France a connu des moments semblables dans son histoire politique, ces moments où les citoyens à l'intérieur de la communauté politique ne se retrouvent plus et n'interprètent plus de la même manière les valeurs qui sont censées régir leurs institutions, sont des moments à la fois de grandes, très intenses du point de vue, peuvent être des moments très intenses du point de vue du débat politique, ça a été le cas de l'Amérique des années 60, mais aussi des moments qui, disons, posent des problèmes philosophiques fondamentaux. Pourquoi? Parce que finalement, on se demande pour quelles raisons une interprétation commune des valeurs fondatrices de la société n'est plus possible. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Rawls va s'interroger sur la manière d'interpréter, la bonne manière d'interpréter les valeurs fondatrices de la société américaine, les principes, disons, de justice, pour utiliser un terme qu'il va utiliser, qui seraient susceptibles de permettre à la communauté politique américaine d'abord et à celle de toute, disons, démocratie libérale, de se reformer. Donc il y a, si vous voulez, dans ce travail théorique, qui est un travail exigeant, j'y reviendrai tout à l'heure en ouvrant la boîte à outils conceptuelle, dans ce travail exigeant, il y a une interrogation politique fondamentale qui est celle de savoir s'il est ou non possible. Je laisse de côté la question de savoir s'il est ou non souhaitable. On suppose que c'est souhaitable, une chose qui a pu être, disons, discutée par d'autres, mais s'il est ou non possible de nous entendre à un certain niveau théorique sur la bonne interprétation de liberté, égalité, fraternité. C'est ça la question, et c'est une question théorique. Ça n'est pas évident. Si on devait en discuter entre nous, je suis certain on pourrait faire apparaître assez rapidement des clivages dans nos manières de comprendre et d'interpréter ces valeurs. Donc, ce que veut faire le philosophe Rawls, c'est ça l'horizon de sa réflexion, c'est d'essayer dans ce contexte extrêmement, disons, riche, culturellement riche, mais politiquement conflictuel, d'arriver à proposer une théorie qui puisse permettre la discussion sur des bases partagées par tous. Bon. Alors, ça, c'est, si vous voulez, le contexte. Alors, quel est et donc, c'est parce que la théorie de la justice paraît en 71, dans ce contexte-là, parce qu'il n'y a pas d'autre ouvrage de cette importance traitant de ces questions, et notamment des questions très importantes pour les étudiants et tous ceux qui devaient, disons, être envoyés au Vietnam, celle de l'objection de conscience et de la désobéissance civile, parce qu'il n'y avait pas de réponse satisfaisante sous une forme théorique développée, que la théorie de la justice a ce succès. Les gens se disent, voilà enfin l'ouvrage dont nous avions besoin pour répondre sur le fond aux questions que nous nous posons. Alors, pour mettre en place, si vous voulez, cette réponse à ces questions, et je reviendrai tout à l'heure sur le problème lui-même, un philosophe a besoin, comme tout théoricien, d'un certain nombre d'outils. Et là, je pense qu'il est important que vous ayez une petite idée, finalement, de ces outils auxquels Rawls a eu recours. Alors, je distinguerai trois types d'outils théoriques que vous allez voir mis en œuvre
dans la théorie de la justice et dans Libéralisme politique, qui est un autre ouvrage important paru en 1993, et dans le dernier ouvrage, le plus accessible peut-être, paru en 2001, qui s'appelle La justice comme équité, une reformulation. Bon. Quels sont ces outils? Premier type d'outil, c'est, et ça c'est une chose à laquelle vous pensez immédiatement parce que vous avez, disons, fait une classe, enfin j'imagine, suivi des cours en terminale, donc vous avez eu des cours de philosophie en terminale. La première ressource immédiatement, c'est, même si c'est un peu lointain pour certains ou certaines, la première ressource c'est l'histoire de la philosophie et l'histoire des idées politiques. Immédiatement, vous dites, pour essayer de répondre à ces questions, nous allons chercher du côté de l'histoire des idées politiques, nous allons relire Hobbes, nous allons relire Rawls, nous allons relire Montesquieu. Et de fait, c'est l'une des ressources que Rawls va utiliser. L'outil qu'il va reprendre à cette tradition, c'est cet outil dont vous avez tous entendu parler, inventé par Thomas Hobbes, qui s'appelle la théorie du contrat. Cette idée que finalement, pour poser les questions politiques, pour comprendre finalement les obligations politiques qui sont les nôtres, par exemple dans le cas de Hobbes à l'égard du souverain, on a besoin d'imaginer une situation dans laquelle il n'existerait pas de loi, il n'existerait pas de souverain, etc., situation qu'on appelle l'état de nature, et que pour comprendre le statut de l'état civil, l'état dans lequel il existe des lois et souverains, on suppose, on fait l'hypothèse, c'est une hypothèse, c'est une fiction théorique, que nous passerions effectivement un contrat les uns avec les autres. Eh bien, Rawls va reprendre dans la boîte à outils moderne, des philosophes politiques modernes, va reprendre effectivement cet outil du contrat. L'idée importante, c'est celle-ci. Quand je passe un contrat avec d'autres personnes, je tiens compte de toutes les personnes qui contractent. Alors bien évidemment, penser le politique à partir du contrat n'est pas sans, disons, poser un certain nombre de difficultés. Des auteurs, disons, aussi importants que Martha Nussbaum ont pu reprocher à Rawls, de façon amicale, mais néanmoins, le fait qu'un dispositif de contrat ne puisse pas intégrer à la communauté politique, par exemple, des personnes gravement handicapées. Bon, je passe sur ce point. Deuxième outil utilisé par Rawls. Alors là, cette fois-ci, c'est un outil tout à fait contemporain qui est, j'allais dire, qui est contemporain de ses études. C'est un outil difficile à comprendre et qui peut, et je crois qu'il ne faudrait pas, je vais vous donner quelques bonnes raisons pour ne pas être trop effrayé par cet outil. C'est une théorie qui est mise en place par un mathématicien et un économiste, von Neumann et Morgenstern. L'ouvrage s'appelle « Théorie des jeux et des comportements économiques ». Il paraît aux États-Unis en 1944 et c'est, si vous voulez, comment dirais-je, pour le jeune Rawls qui fait ses études, donc souvenez-vous que la période de ses études commence en 1939, il est étudiant à Princeton. Entre 1939 et 1943, donc il commence ses études. Entre 1943 et 1946, il est dans l'armée américaine et en 1946, il revient à la vie civile et commence sa thèse, qu'il termine en 1950. Donc l'ouvrage sur la théorie des jeux est tout à fait contemporain et parfaitement contemporain disons, du travail de Rawls, doctorant. Et quand on est doctorant ou quand on fait des études, eh bien, on est, si vous voulez, extrêmement attentif à tout ce qui se publie, et notamment aux nouveautés. Donc la théorie des jeux et des comportements économiques, c'est dans le domaine de la mathématisation des comportements économiques, j'allais dire, le nec plus ultra des années 1940. Et ça le restera pour les années suivantes. Cette théorie des jeux va permettre de rafraîchir, de rénover en quelque sorte la manière de poser les questions dans le champ de la théorie du contrat. Alors, pour vous rassurer par rapport à l'usage que Rawls en fait, et j'aime beaucoup le passage dans l'entretien que nous avons traduit avec Véronique, où finalement, et c'est très caractéristique de Rawls, c'est quelqu'un de très modeste,
quelqu'un dont le rapport à la parole a été un rapport compliqué. Hein, il était bègue quand il était jeune, il a réussi à surmonter ses difficultés, mais il a toujours eu des difficultés, disons, il n'aimait pas particulièrement la prise de parole publique, hein, les grandes conférences dont raffolent les universités américaines étaient un exercice qu'il n'affectionnait pas particulièrement, et on le retrouve, j'allais dire, tout entier dans cet entretien, hein, qui se lit très rapidement, hein, c'est un entretien qui se lit en une demi-heure, donc ça se lit très, très vite, lorsqu'il nous dit finalement, revenons sur la théorie des jeux et l'usage qu'il en a fait dans la théorie de la justice. Finalement, j'ai jamais très très bien compris cette théorie, je ne la maîtrisais pas à un très haut niveau, donc bon, c'est une manière, je veux dire, modeste, trop modeste, hein. Donc il ne faut pas le prendre au sérieux quand il dit ça, mais ce qu'il veut dire, c'est que finalement, il n'en avait pas autant besoin que ça. Utiliser la théorie des jeux était certes utile, mais il l'a montré, et ses successeurs, notamment Tim Scanlon, qui a développé la théorie de la justice dans le champ de la philosophie morale, ont montré que l'on pouvait tout à fait hériter finalement de Rawls, de ses idées, sans être un très grand mathématicien, un très grand spécialiste de la théorie des jeux. Il n'empêche, je sais que certains parmi vous ce soir ont lu et relu la théorie de la justice, il n'empêche, quand vous lisez l'ouvrage de 71, eh bien, vous, disons, êtes confronté à certains moments à cette théorie. Donc, mon conseil, c'est non pas de passer les pages où il est question de théorie des jeux, mais de ne pas vous laisser impressionner. Il y a aussi, dans le champ de la philosophie politique, des effets qui sont des effets d'époque. Je ne dirais pas, en l'occurrence, ça serait exagéré et injuste dans le cadre de la théorie des jeux, des effets de mode, mais des effets d'époque, et on a recours à cette théorie parce qu'effectivement c'est dans l'air du temps, mais au fond, on n'en a pas autant besoin que ça. Troisième outil dans la boîte à outils intellectuelle de Rawls, cette fois-ci peut-être les plus intéressants pour vous lecteurs de Rawls, les outils que Rawls lui-même a forgés, a inventés. Et vous en connaissez certains, même si vous n'avez pas lu Rawls, vous en avez une connaissance très, très sommaire. Vous avez entendu parler d'un certain nombre de concepts, de notions, par exemple du fameux voile d'ignorance, qui a suscité beaucoup de fantasmes. Lever le voile d'ignorance, c'est tout un programme. Bon, la lecture est beaucoup moins, si vous voulez, stimulante que le terme lui-même ne pourrait le laisser penser, ou aguicheuse en tout cas, que le terme ne pourrait le laisser penser. Vous avez donc ce terme de voile d'ignorance qui se lève progressivement au fur et à mesure que la théorie de la justice, votre lecture de la théorie de la justice progresse. Vous avez également cette notion assez étrange de position originelle, là aussi qu'il faut pas mal interpréter. Cette position originelle qui est une manière de requalifier le concept plus familier d'état de nature. C'est une sorte de manière de reformuler cette idée. Vous avez alors d'autres notions qui vont apparaître par la suite. Je les donne un petit peu comme dans un cours d'initiation à une langue étrangère. Vous commencez par évoquer le vocabulaire de base, donc voile d'ignorance, position originelle, consensus par recoupement, overlapping consensus, qui apparaît plus tardivement, non pas dans la théorie de la justice, mais dans la période qui précède le libéralisme politique, l'ouvrage de 93, etc. Vous avez tout un lexique rawlsien. Alors, un lexique rawlsien qui correspond, donc par-delà l'invention lexicale, et c'est toujours le cas, si vous voulez, en philosophie, ce nouveau lexique, ce petit vocabulaire qu'il va vous falloir apprendre, comme vous apprenez le vocabulaire de base lorsque vous vous initiez à une langue étrangère, ce vocabulaire correspond, et c'est pour ça que nous sommes dans le champ de la philosophie, à des problèmes et des concepts. Que fait le philosophe? Vous vous souvenez sans doute de la fameuse définition dans Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze et Guattari. Que fait le philosophe? Le philosophe crée des concepts. Bon, ici, si vous voulez, ces mots que je vous ai donnés un petit peu en vrac sont le résultat d'une intense création conceptuelle, celle que l'on doit à John Rawls. Donc, trois types d'outils, ceux qu'il hérite de la tradition, et ces outils, il les connaît bien parce qu'il n'a eu de cesse
du début de sa carrière à la fin, d'enseigner l'histoire de la philosophie. Et ça, c'est un point très important pour ceux qui penseraient que lorsqu'on lit la théorie de la justice, on peut oublier l'histoire des idées politiques. Deuxième type d'outils, les outils qu'il hérite finalement de la production théorique de son temps, exemple la théorie des jeux. Et dernier type d'outils, les outils qu'il va lui-même forger et dont ses lecteurs, disciples, successeurs vont se nourrir pour développer et renouveler la théorie et la philosophie politique. Parce que si Rawls également a marqué les esprits, a marqué son temps, on peut dire qu'il y a un avant et après théorie de la justice, c'est parce qu'on s'est emparé de ces concepts. On s'est emparé de ces concepts pour les reprendre, les réélaborer dans des contextes différents qui peuvent être également les concepts de la sociologie, les concepts de l'anthropologie, etc. Même si bon, c'est peut-être moins vrai pour l'anthropologie que pour la sociologie. Et surtout dans le champ de la philosophie politique, on s'est emparé de ces concepts pour renouveler le champ. Donc pourquoi Rawls est-il important? Parce qu'il a permis de renouveler de façon assez radicale, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, il a réussi à renouveler de façon radicale le champ de la philosophie politique. Donc il est aussi important, il est important pour lui-même, mais il est important aussi pour comprendre la suite. Pourquoi lire Rawls? Eh bien pour être capable de lire tous les autres ouvrages, de lire Michael Sandel, qu'on a associé à tort au terme de communautarisme, mais ce communautarisme de Michael Sandel ne peut se comprendre que par rapport à la critique que Sandel adresse à Rawls, dont il a été l'élève. Si vous prenez par exemple la critique qui a été adressée à Rawls par des gens comme Thomas Pogge, qui a développé l'idée qu'il fallait poser les questions de justice au niveau mondial et non pas simplement dans nos démocraties respectives. Pour comprendre l'enjeu de sa position, il faut d'abord avoir lu la théorie de la justice, sans quoi vous n'aurez pas le vocabulaire et les concepts de base dont vous avez besoin. Pour comprendre la critique, je l'ai cité tout à l'heure, d'un philosophe très important, d'une philosophe très importante, Martha Nussbaum, qui a publié avec Amartya Sen, dont vous avez entendu parler, pour comprendre sa critique à l'encontre d'une certaine dimension ou de certaines limites du contractualisme de Rawls, il faut d'abord comprendre ce que Rawls a fait. Avant de parler des capacités avec Amartya Sen, il faut comprendre les limites éventuelles de la théorie qui est celle de Rawls. Donc, l'argument, si vous voulez, principal qui fait que l'on ne peut pas ignorer aujourd'hui l'œuvre de Rawls, c'est que si l'on ignore l'œuvre de Rawls, eh bien, on n'est pas capable ou on ne sera pas capable de comprendre les travaux de Sandel, de Martha Nussbaum, d'Amartya Sen, etc., etc. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'il a fait, c'est définir une nouvelle grammaire théorique et un nouveau lexique pour permettre de poser ces questions dans les termes de la théorie de la justice. Quelle est la nature du problème posé par Rawls? Le problème général, la question générale, si vous voulez, qu'il hérite effectivement d'une tradition politique, disons, longue, qu'on peut caractériser comme la tradition libérale, au sens du libéralisme politique, c'est la question suivante, qui trouve sa source la plus lointaine dans l'histoire finalement des guerres de religion. Lorsqu'une communauté politique s'aperçoit, comme ce fut le cas de la communauté politique française au XVIe siècle, comme ce fut le cas de la communauté politique américaine dans les années 60, que ces institutions ne reposent plus sur un sens commun des valeurs politiques, eh bien, comment peut-on arriver à, malgré tout, former cette communauté politique, alors même que nous avons le sentiment de ne plus partager les mêmes valeurs. Alors, je voudrais essayer de préciser le problème lui-même, parce que c'est un problème complexe. Que se passe-t-il pendant les guerres de religion?
avant les guerres de religion, on avait, et je suis très, très schématique, des gens qui partageaient tous les mêmes valeurs. Ils étaient tous chrétiens et pensaient comprendre les valeurs du christianisme de la même manière. Pour parler comme Rawls, je dirais que ces gens pensaient tous partager la même conception du bien. Avec la réforme protestante, ils s'aperçoivent qu'ils ne comprennent pas du tout, que catholiques et protestants ne comprennent pas du tout de la même manière ce que signifie être chrétien. Et donc, les difficultés politiques qui surgissent dans la France du XVIe siècle sont liées très directement à cette découverte que leur communauté politique qu'ils croyaient fondée sur une même conception du bien. Le bien, c'est de faire son salut en fonction, effectivement, et dans les termes formulés par l'Église, ne fonctionne plus. Et pourquoi les gens se sont-ils affrontés pourquoi la violence a-t-elle surgi? Une violence extrême, hein, comme Denis Crouzet l'a bien dit. Pourquoi la violence a-t-elle surgi à ce moment-là dans cette communauté qui n'était pas bien évidemment une communauté démocratique? Eh bien parce que précisément les gens se disaient mais je suis obligé de former une communauté politique avec d'autres personnes qui ne partagent pas les mêmes conceptions de la vie bonne et du salut. Ça n'est pas possible, donc on s'affronte. Dans l'Amérique des années 60, les Américains se rendent compte également qu'ils sont obligés de partager, de vivre dans une même communauté politique avec des gens qui ne partagent pas la même interprétation des valeurs fondatrices de la démocratie américaine. Et cette situation que les Américains ont connue pourrait être la nôtre dans la démocratie française dans les années qui viennent, que des citoyens et des citoyennes français se rendent compte que l'interprétation finalement de la nation, l'interprétation de la liberté, l'interprétation de l'égalité, n'est plus commune. Et que, si vous voulez, ce partage, cette distance dans l'interprétation de nos valeurs conduisent, sous une forme ou sous une autre, au surgissement d'une forme de violence politique. Donc, l'enjeu de la théorie de la justice, c'est de montrer, pour dire les choses très simplement, que même lorsque l'on ne partage pas les mêmes conceptions du bien, il est possible de partager une même conception de la justice. Donc je distingue ici la conception du bien, par exemple le salut, ou par exemple le fait de vivre de telle ou telle manière, hein, selon les voies du yoga par exemple, et les conceptions de la justice. Ce que Rawls nous propose, c'est de se dire, bon, certes, dans la société américaine des années 60, nous ne partageons plus les mêmes conceptions du bien. Certains vivent comme des hippies, d'autres comme des conservateurs, d'autres sont des religieux fondamentalistes. Et bien, malgré ça, on doit pouvoir trouver les moyens du vivre ensemble. Donc, l'objectif de la philosophie d'une théorie de la justice, c'est de trouver, disons, des principes, ce que Rawls appellera les principes de justice, qui permettent de faire accepter un certain nombre de fonctionnements institutionnels communs et un certain nombre de politiques communes à des gens qui ne partagent pas les mêmes conceptions du bien. Ce problème très général, c'est celui de la philosophie politique libérale depuis le XVIIe siècle. La réponse que Rawls va essayer d'apporter à cette question. Alors première question, parce que vous allez me dire, il y a une situation radicale, il y a une divergence radicale. On n'est pas obligé non plus de considérer que pour former une communauté politique, il est nécessaire de partager la même interprétation, par exemple, des termes de notre Constitution. Hein, bon, on peut finalement, ça c'est une position radicale, ou on peut dire que finalement, comme les sophistes de l'Antiquité, la démocratie c'est le désaccord radical. Nous ne sommes d'accord sur rien. Et c'est sur la base de ce désaccord, de cette mésentente radicale, que nous formons malgré tout une communauté politique. Telle n'est pas la position de Rawls. La position de Rawls consiste à dire que pour former une communauté politique, il est nécessaire de pouvoir s'entendre sur un certain nombre de valeurs politiques communes, et notamment sur une certaine conception de la justice politique. Pourquoi ? Parce que former une communauté politique suppose de pouvoir faire vivre les institutions qui sont les nôtres, quel que soit l'endroit et le métier, la profession qui est la nôtre, et
pouvoir également partager un horizon de réforme de ces institutions lorsqu'on estime qu'elles ne fonctionnent pas bien. Donc on se situe ici, si vous voulez, j'insiste sur ce point, dans une tradition de philosophie politique qui considère qu'il est nécessaire que nous partagions, pour former une communauté politique, que nous partagions un certain nombre de valeurs. Quel sera l'argument que Rawls va nous proposer pour nous faire accepter cette idée qu'il est possible de nous mettre d'accord ou d'être d'accord sur des principes de justice et, à la limite, j'irai encore plus loin, qu'il est nécessaire, qu'il est obligatoire d'être d'accord sur un certain nombre de principes. Il y a toujours dans la philosophie, aussi bien la philosophie théorique que dans la philosophie pratique, cette dimension finalement de contrainte. On commence comme ça gentiment à discuter, hein, souvenez-vous de Socrate, et on finit par l'idée que l'argument vrai auquel on est parvenu nous contraint d'une certaine façon. Quand on est philosophe, on a quand même cette idée, enfin un certain type de philosophie, certains diraient philosophe dogmatique, mais je pense que même le philosophe sceptique est guidé par cette idée de la vérité. Le sceptique va nous dire, ben non, on ne peut pas parvenir à cette vérité, mais le philosophe a toujours cette idée qu'il vise quand même à déterminer une vérité. On n'est pas dans le champ de l'idéologie ici. Il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de vous prouver, quelles que soient vos positions religieuses, politiques, etc., votre histoire personnelle, que l'argument présenté par Rawls dans la théorie de la justice tient la route, qu'il est juste, même qu'il est vrai, donc, et que cette vérité va avoir des conséquences sur la manière dont on va penser ensuite la politique, notre constitution, le fonctionnement de nos assemblées et notre débat public. Donc l'enjeu, il est quand même très important. On commence comme ça gentiment et on s'oriente vers quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire cette idée que finalement, si nous nous mettons d'accord et si Rawls a réussi à proposer un argument suffisamment solide, eh bien, il va falloir organiser et penser la politique à partir de cet argument. Le contenu de la théorie de la justice, c'est que Rawls soutient avec des arguments très forts que des institutions, un système institutionnel bien réglé doit être réglé à partir de deux règles, de ce qu'il appelle des principes, mais c'est des règles, c'est des règles un peu, des règles qui peuvent être adoptées par les constitutionnalistes quand ils définissent, disons, les termes des constitutions, et par nos représentants dans le cadre de leurs assemblées. Vous pouvez tout à fait, dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale, faire référence à ces principes fondamentaux. Par exemple, au premier principe de la justice de Rawls, qui concerne le fait que nous devons disposer d'un égal système de liberté. Voilà, que non seulement nous devons être libres, mais la liberté en général, bon, c'est un très beau projet, mais je veux dire, le contenu en est difficilement déterminable. Rawls nous dit, voilà, la liberté, c'est des libertés. Si tout d'un coup on m'interdit de sortir de cette librairie, je serai contraint, forcé, et on me privera. Bon, je sais que ça n'est pas l'intention. Voilà, des libraires qui m'accueillent ce soir. Mais je serai privé d'une liberté très concrète. Si on m'interdit de m'exprimer sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc., je serai privé d'une liberté très réelle. Si on m'interdit de croire et d'assister au culte, disons, de la religion qui est la mienne, je serai privé d'une liberté très concrète et tout à fait essentielle, ou privé de la liberté de ne pas croire et forcé à croire, etc. Donc, ce premier principe de la théorie de la justice concerne les libertés et énonce un certain nombre de contenus concernant cette liberté. Le deuxième principe, qui s'appelle le principe de différence, concerne l'égalité et la manière de penser l'égalité. Et de penser l'égalité de deux façons. Alors, en termes d'égalité des chances, c'est probablement effectivement la partie des principes de la théorie, enfin de Rawls qui a pu le plus facilement être intégré dans le contexte intellectuel français, parce qu'on a une longue tradition effectivement de réflexion sur ce concept-là, mais aussi ce deuxième principe concerne la bonne manière de penser l'égalité. Comment faire pour penser l'égalité d'une manière qui tienne compte aussi du fait que finalement
comment, à travers notre action, les choix que nous faisons, etc., nous pouvons nous retrouver dans des situations inégales. Donc une partie de la réflexion de Rawls, c'est de se demander dans quelle mesure certaines inégalités ne sont-elles pas légitimes et compatibles finalement avec le principe de l'égalité. Alors, de façon très sommaire, je vous ai donné du contenu. On aime avoir du contenu, de quoi est-il question? Ce contenu, ce sont ces principes et leur interprétation. Mais pour donner sens à l'entreprise qui est celle de Rawls, et pour que, je veux dire, vous en voyez également la dimension polémique, toujours savoir contre qui on écrit. Les philosophes aussi ont des adversaires, qui ne sont pas les adversaires du second tour des élections municipales qui auront lieu dimanche prochain, mais il y a des adversaires théoriques qui peuvent se situer très loin dans le temps, ou très proches. Quel est l'adversaire principal de Rawls? Et là, si vous voulez, alors cet adversaire a un nom que vous connaissez, mais qui renvoie à une théorie qu'on ne connaît pas très bien finalement, quand on est honnête avec soi-même, dans le contexte français. Pourquoi? Parce que cette théorie qu'on appelle l'utilitarisme a connu ses heures de gloire et a été illustrée essentiellement en Angleterre, disons au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais c'est vraiment une tradition britannique, cette tradition utilitariste. Alors, bien évidemment, avec des sources dans la philosophie française, chez Condillac, par exemple, au XVIIIe siècle. Mais elle a, cette philosophie, connu, disons, un développement hors de nos frontières, dans une langue qui n'est pas le français. D'où la difficulté pour vous, lecteurs de Rawls, de comprendre finalement l'importance de défendre ces principes de justice contre les principes qui sont ceux de la philosophie utilitariste, puisque vous ne connaissez pas la philosophie utilitariste. Donc vous pourriez avoir envie de dire, bah oui, peu importe. Non. Alors c'est là où je voudrais, si vous voulez, je situe les choses. La théorie de la justice, c'est un dispositif théorique qui vise, en quelque sorte, à, disons, réduire une partie de la superbe de la philosophie utilitariste, qui était la philosophie dominante. Alors pourquoi est-ce que finalement vous ne pouvez pas réagir de cette manière-là en disant nous, c'est pas notre tradition, quand eux étaient utilitaristes, nous, on était républicains, ou quand eux étaient encore utilitaristes, nous, on était marxistes. Pourquoi ne pouvez-vous pas répondre de cette manière-là? Tout simplement parce que la philosophie utilitariste, qui est une grande philosophie politique démocratique, vous la connaissez à travers les théories de l'économie. Les économistes, et Dieu sait le poids de l'économie dans le débat politique aujourd'hui, sont nourris par la philosophie utilitariste, dont le but était, pour dire les choses de façon extrêmement schématique, de faire en sorte de faire monter le niveau de façon générale, j'allais dire, le plus grand bonheur du plus grand nombre. Faire en sorte que, dans un État démocratique, non pas simplement un groupe de personnes, une aristocratie, ait la vie bonne, mais que tous aient la vie la meilleure possible. Vous allez me dire, c'est un objectif éminemment louable, c'est un objectif dans lequel je me retrouve entièrement. Faire en sorte, et un homme ou une femme politique qui s'adresse à vous en vous disant, bah oui, voilà, vous avez des conceptions différentes, mais mon but à moi, c'est de faire en sorte qu'à Martigues, la vie soit la meilleure possible, et pour le plus grand nombre possible, qui aurait, disons, l'outrecuidance de lever la main en disant je suis contre ce projet. Soit on vous taxera, disons, d'être un rétrograde, de défendre des positions aristocratiques, et il faudra ensuite justifier pourquoi le bonheur est réservé aux gens, aux groupes auxquels vous pensez appartenir, soit on disqualifiera totalement votre propos. Donc, lorsque Rawls écrit la théorie de la justice et cherche à répondre au malaise politique profond de la société américaine, il essaie de le faire autrement que ne l'aurait fait, ne l'avait fait ou ne le faisait à la même époque que lui les philosophes utilitaristes. Que leur reproche-t-il? Donc c'est la première, si vous voulez, question du côté des contenus qui se pose. Bon, pourquoi met-il en avant ces principes? Eh bien parce que ces principes, et notamment le premier principe de la théorie de la justice, tient compte, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du contrat?
Pourquoi est-ce que le contrat est important? Parce que le contrat tient compte de chacun et de chacune d'entre vous. Eh bien, ce que Rawls va chercher dans la théorie du contrat, c'est une théorie qui, d'un certain point de vue, respecte la singularité et la conception du bien de chacun des participants. Aucune conception du bien n'est d'emblée disqualifiée par lui. C'est de ce point de vue-là une philosophie éminemment pluraliste. Une chose sur laquelle il est, j'allais dire, disons, extrêmement intéressant, c'est le fait qu'à aucun moment, à partir du premier principe de la théorie de la justice, on ne peut lancer dans le débat public un argument justifiant pour que tout aille mieux, pour que le niveau du bonheur global monte, le sacrifice d'une partie de nos concitoyens. En se disant, mais ça irait tellement mieux si cette catégorie X ou Y n'était pas là. La source du problème, c'est cette catégorie-là. Donc, faisons en sorte de la faire disparaître. Bon, c'est douloureux, effectivement. Après, il faut réfléchir. Bon, il y a les camps, il y a la suppression physique pure et simple, il y a l'exil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le type de politique illibérale qui se présente à nous dans ces cas-là, ce que Rawls ne veut pas rendre possible au niveau de l'argumentation, parce que pour le reste, je veux dire, il n'a aucune maîtrise sur la politique réelle, mais au niveau de l'argumentation, il veut dire aux gens qui veulent développer ce type d'argumentation, cet argument est en contradiction avec un principe sur lequel vous êtes d'accord. Et c'est là où il est très fort, si vous voulez. Vous êtes d'accord sur ce principe et vous nous proposez cet argument qui consiste à dire, bon, on va se débarrasser d'eux, vraiment, on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, ils font trop de bruit, trop de ceci, trop de cela, etc. Donc cet argument-là vise à être, en quelque sorte, disqualifié, mais au plus haut niveau théorique. Hein. Comprenez bien ce que je veux dire, il ne s'agit pas d'idéologie ici. Parce que le X en question, il est extrêmement variable en fonction des contextes politiques, historiques, etc. Donc le X auquel vous pensez maintenant dans le cadre, disons, de l'entre-deux tours des élections municipales, il sera différent dans 10 ans, il est différent ailleurs, il est différent en Chine, etc. Hein, donc on est ici au niveau de la philosophie politique. Donc l'importance de ce principe, de ce premier principe, c'est justement de faire pièce à ce que Rawls perçoit comme une limite de la théorie utilitariste. L'argument de Rawls a une incidence également, si on le suit jusqu'au bout, dans le champ, effectivement, de la pensée économique. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'arguments économiques vont perdre leur légitimité et leur force, alors même que la philosophie utilitariste, si vous me passez l'expression, leur ouvrait un boulevard. Ben oui, ben oui. Globalement, ça permet de dégager plus de profits, etc. Donc on y va. Et la politique publique va se fonder sur ça. L'argument de Rawls, c'est de dire, mais attendez les amis, ici, si vous y allez effectivement comme ça et permettez tel ou tel développement économique X ou Y, il y a un certain nombre de personnes dont les droits ne seront pas respectés. Donc la philosophie de Rawls, les principes de justice qui sont les siens sont des principes extrêmement importants parce qu'ils permettent de fonder en quelque sorte la prédominance du droit, de vos droits, de mes droits, de nos droits, face à l'exigence collective et à un certain nombre de choix collectifs. Donc ça, c'est très important aussi, parce qu'on se sent souvent très seul. Hein, on se sent très seul. Et très rapidement, les gens vont dire, bah, écoutez, je suis désolé, mais cette autoroute est absolument indispensable. Vous avez votre maison au milieu, mais bon, tant pis. Pourquoi? Mais quel est le mode de justification? C'est très important, le mode de justification est utilitariste. Cette autoroute contribue au plus grand bonheur du plus grand nombre. Tant pis pour vous si vous avez eu la malchance de vous installer là. Donc, l'argument de Rawls vise à défendre les droits dans deux minorités, hein, des minorités, les droits des individus, etc. Donc voilà, si vous voulez, je m'en tiens là, si vous voulez, pour ce qui est des contenus. Je passe au deuxième point, les méthodes. Là où il y a un coup de génie, si vous voulez, rawlsien, c'est dans la mesure où Rawls imagine un dispositif,
Hein, il conçoit, il imagine, il construit. Les philosophes ont une imagination aussi conceptuelle. Il imagine un dispositif dans lequel on va présenter au vote d'électeurs idéaux ou fictifs, non pas un poste, comme c'est le cas généralement, position de maire, position de député, position de président ou de président de la République, mais les principes eux-mêmes. Ce qui est génial, si vous voulez, c'est d'imaginer que l'objet de l'élection, ce n'est pas des personnes, mais ce sont des idées ou des arguments ou des principes qui vont régir ensuite nos institutions. Donc imaginez-vous dans cette situation idéale dans laquelle vous seriez appelé à voter pour des principes. Alors, je caricature, je schématise, mais l'idée, elle est là. Alors, je vais déconstruire cette première présentation qui est fausse, mais qui est parlante. Je pense qu'elle est parlante. Ce qui est fort ici, c'est que ce qui fait la force aussi des élections, c'est quand vous avez voté, vous avez voté. Alors, si vous n'y étiez pas, c'était de votre faute, etc. Il y a des principes qui font qu'il y a une contrainte qui est liée au vote et une contrainte qui s'impose à toute la communauté politique. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis contre. Non, 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 vous devez voter, c'est un devoir, et le résultat s'impose à vous, pour des raisons sur lesquelles je n'insiste pas. Dans le cadre, si vous voulez, du choix des principes, le modèle de l'élection ne vaut pas. Pourquoi ? Parce que si je mettais, alors qu'est-ce que je mets au vote, hein, vous m'avez suivi, je mets au vote les contenus. D'une part, l'utilitarisme ou certaines variantes de l'utilitarisme, hein, parce que c'est complexe, je mets les principes de justice, je mets le perfectionnisme, enfin je mets un certain nombre de candidats. Les candidats sont des contenus philosophiques ou des thèses philosophiques. Mais si il s'agit d'une mise au vote et d'une élection, il y aura une majorité, il y aura une minorité. C'est gênant, si vous voulez. C'est gênant, c'est très gênant, ça a beaucoup moins de force. Parce que la minorité qui a voté, par exemple, pour l'utilitarisme, imaginons, la majorité a gagné, c'est les principes de justice qui l'ont emporté. D'accord ? Bon, la minorité utilitariste, on était à 30% pour les utilitaristes, 70% pour les principes de justice. Dans ce schéma-là, vous êtes dans la minorité, vous pouvez toujours vous dire, je prendrai ma revanche. Hein, comme disait Zaman, revanchieren, je prendrai ma revanche aux prochaines élections. Voilà. Et bon, et alors à partir de ce moment-là, la base même des arguments qu'on voudrait consensuels, au sens fort du terme, pas le consensus mou qui a été beaucoup critiqué, mais le consensus fort sur des valeurs communes est perdu. Donc, il faut mettre au point un dispositif dans lequel il y a une pluralité d'électeurs ou de représentants, peu importe, hein, ça pose des problèmes sur lesquels je n'insiste pas ici. Vous avez une pluralité de représentants qui représentent en quelque sorte dans l'idéal l'ensemble des citoyens et des citoyennes hein, qui vont partager des valeurs politiques. Et il faut trouver un moyen pour que le choix qu'ils vont faire entre les différents principes de justice ne puisse pas être révoqué ou remis en cause comme ce serait le cas si ces principes étaient choisis à l'issue d'une élection. Alors, quelle est l'idée ici? On revient au vocabulaire de Rawls. L'idée que Rawls a eue, et alors dans l'entretien, cet entretien, si vous voulez, je l'aime beaucoup parce qu'il est très court. Rawls en a donné 2 dans sa vie, hein, contrairement à Foucault, il a donné très très peu. C'est l'un des 2 seuls. Et l'autre est beaucoup moins intéressant que celui-ci. Et dans celui-ci, il explique comment il en est venu à l'idée centrale que je suis en train de présenter de cette situation dans laquelle on va choisir les principes, disons, qui vont régir nos institutions. Et alors, cette idée très forte également qu'il a eue, c'est de se dire, si les gens qui vont choisir ces principes savent et sont conscients de la situation sociale, économique, religieuse qui est la leur, ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Évidemment, c'est la situation classique pour le taux d'imposition. Si je sais que je suis riche, je veux dire, bon, je peux être aussi un riche altruiste, hein, bien évidemment, mais disons, un riche modérément altruiste, je suis un riche modérément altruiste, bon, je veux dire, je risque de ne pas me mettre d'accord avec la personne, je veux dire, qui est au RSA. Hein, on ne va pas s'entendre.
L'une voudra davantage de redistribution et l'autre moins, etc. Donc on va faire jouer nos valeurs différemment. Donc ici, si vous voulez, pour qu'on puisse espérer se mettre d'accord sur le choix de principes de justice, eh bien, il faut imaginer quelque chose. Il faut imaginer que les gens, dans ce que Rawls appelle la position originelle, ce dispositif conceptuel, que les gens dans la position originelle ignorent une grande partie, disons, de ce que vous savez, de ce que nous savons tous. Ils ignorent effectivement dans quel pays ils vivent, la richesse de leur pays. Ils ignorent également leur richesse, ils ignorent, disons, la conception du bien qui est la leur, ils ignorent donc leur religion, etc. Et c'est ce qu'on appelle le voile d'ignorance. Donc le choix des principes de justice ne se fait pas dans le cadre d'une élection. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure à des fins, disons, de clarification ou de simplification. Le choix de ces principes se fait sous voile d'ignorance. Le voile d'ignorance, ça signifie simplement, en termes plus techniques, une contrainte sur l'information. On imagine que les gens qui sont en position de choisir ignorent un certain nombre de choses. Et c'est parce que ces gens ignorent un certain nombre de choses qu'ils vont choisir, dans cette ignorance, un certain nombre de principes qui, disons, pourraient être à leur avantage et dans leur intérêt, aussi bien s'ils sont très riches que s'ils sont, disons, très pauvres. À partir de là, si vous voulez, et je dis ça très simplement, mais c'est quand même une indication qui va, disons, me conduire vers la troisième partie et bientôt vers une conclusion, vous allez me dire, bon, vous avez trouvé un argument soit permettant de, disons, permettant de nous persuader que nous sommes d'accord avec ces principes, même si nous ne sommes pas d'accord, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Je ne peux pas ne pas être d'accord, puisque l'argument est juste et qu'il est adopté par une pluralité de personnes dans une situation qui est une situation parfaitement équitable. C'est un terme que je n'ai pas introduit jusqu'ici, mais qui est central, puisque le nom de la théorie de la justice de Rawls, c'est théorie de la justice comme équité. En anglais, justice as fairness. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez, ce titre un peu bizarre, et pas bizarre, mais compliqué, parce que si vous traduisez littéralement justice as fairness en français, ça donne la justice comme justice. Bon, un peu tautologique comme formulation. Donc, que veut-il dire exactement? Quand il dit le nom de ma théorie, c'est ça, c'est la théorie de la justice comme équité, il veut dire cette chose là, à savoir que le choix des principes de justice, donc théorie de la justice, le choix des principes de justice se fait dans des conditions, celles de la position originelle sous voile d'ignorance, qui sont parfaitement équitables. Alors, équitable, ça veut dire quoi? Parce que le risque, quand on choisit des principes à plusieurs, même dans une situation idéale, c'est que le choix des principes soit surdéterminé par les capacités de négociation des uns ou des autres. Une situation que vous connaissez bien quand vous négociez, que ce soit dans la librairie, que ce soit dans votre travail, vous vous retrouvez à 4-5, on négocie. Le plus beau parleur essaie de faire valoir ses arguments, la personne qui est la plus âgée fait valoir également le droit, disons, j'allais dire, pas le droit d'aînesse, mais le droit de la sagesse acquise, disons, par les années, etc. Donc ça, si ce type de considération qui intervient toujours dès que l'on s'assoit à une table de négociation, intervient dans le cadre du choix des principes de justice, là encore, quand je vais sortir de la position originelle, enfin supposer qu'elle ait des portes et des fenêtres, quand je sors de la position originelle, je vais me reprendre et me dire « mais non, c'est pas possible, j'ai accepté ces deux principes, mais parce que soit il fallait que je m'exprime en anglais et que c'est pas ma langue maternelle, toutes les négociations européennes en anglais, etc. C'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher la pluralité des langues au niveau de Bruxelles. Parce que vous n'exprimez pas de la même manière quand vous exprimez dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, ou parce que je me suis laissé impressionner, parce que je suis timide, ou parce que, je veux dire, je suis ceci ou cela. Donc il ne faut pas que cet argument qui vaut chaque fois qu'il y a négociation puisse invalider l'accord que j'ai donné au principe de justice. Et c'est parce que le choix, dans les conditions du voile d'ignorance,
permet d'éviter l'introduction du moindre rapport de force, c'est ça dont il s'agit, quand je négocie, je crée des rapports de force. Donc il n'y a pas de négociation. Enfin, j'allais dire, les principes de justice ne sont pas négociables en ce sens où leur choix ne procède pas d'une négociation. Leur choix procède d'une délibération de chacun des partenaires de la position originelle qui ne donne son accord que parce que l'argument est l'argument, j'allais dire, ultime, une fois épuisées toutes les objections possibles. La force de l'argument philosophique, c'est d'un argument philosophique, c'est d'être capable d'épuiser toutes les objections possibles. Et l'idée de Rawls, c'est que ces deux principes de justice peuvent et sont capables d'épuiser toutes les objections possibles. Ces principes sont bel et bons, comme les principes liberté, égalité, fraternité, mais on sait très bien que nos institutions ne fonctionnent pas comme ça, on sait très bien que, je veux dire, l'éducation nationale ne sélectionne pas en fonction de l'égalité des chances. On sait très bien que l'on n'a pas un emploi aujourd'hui uniquement parce qu'on est la personne la plus qualifiée pour l'avoir. On sait très bien, on sait très bien, on sait très bien. Cet argument du « on sait très bien que » risque de ruiner l'entreprise entière de la philosophie politique. C'est l'argument du bon sens. On se reprend, on a passé des heures et des heures à lire la théorie de la justice, puis on se dit, mais tout ça, ça ne marche pas. Tout ça, ça ne marche pas. Pourquoi? À cause de la nature humaine. Les gens sont méchants. Et quand ils ne sont pas méchants, ils sont bêtes, etc., etc. Vous voyez tout l'argument. Donc, ces arguments, si vous voulez, trop faciles, risqueraient, si on n'analyse pas les choses de façon un peu fine, de détruire la construction théorique. Donc, comment faire pour justifier, en quelque sorte, la compatibilité des principes de justice avec la démocratie comme elle va? Bon, on sait qu'elle ne va pas très bien, la démocratie, mais malgré tout, il faut parvenir à justifier ces principes de justice et leur place à l'intérieur des institutions démocratiques. Donc une partie du travail de Rawls, c'est de montrer que ces principes de justice sont vraiment les bons arguments qui conviennent pour défendre, disons, l'existence des démocraties libérales. Libérales au sens qui tiennent compte du droit, c'est tout. Je veux dire, là, il faut pas se... Libéral, ça veut dire qu'ils tiennent compte du droit, des minorités, des individus. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, son point, c'est de montrer ça. Et il a une expression qu'il utilise aussi dans un autre texte, qui est finalement, son projet, c'est finalement une utopie réaliste. Utopie, pourquoi? Je veux dire, les principes même de justice, ils n'ont pas de lieu, enfin, ou ils ont un lieu dans nos têtes. Et dans nos constitutions ensuite, et dans notre fonctionnement politique. Mais c'est évident qu'il y a une dimension utopique. Quelle est la place d'une idée? Où se trouve une idée? Où se trouve un argument? Où se trouve un concept? Dans notre capacité, effectivement, de les formuler, de les exprimer et de les faire valoir. Nulle part ailleurs. Donc, toute idée, quelle qu'elle soit, est une utopie. Et donc, souvent, on se dit, bah oui, ce terme d'utopie sert à disqualifier le travail de la philosophie. Ce que Rawls veut montrer, c'est que ces principes de justice ont sans doute cette dimension utopique qu'il partage avec toute idée, tout problème, tout concept, mais que ces principes sont également au fondement du fonctionnement, ou doivent être également au fondement du fonctionnement des institutions politiques, sociales et économiques qui sont les nôtres. Cette idée selon laquelle ces principes constituent un horizon qui doit guider notre action politique. C'est un horizon pour guider l'action politique et civique, et doit nous permettre en quelque sorte aussi, parce que l'horizon n'est pas simplement individuel, de renouveler et de donner un sens fort
aux débats politiques qui sont les nôtres. Si on prend au sérieux la théorie de la justice, on doit également considérer comme de notre devoir de proposer des arguments dans le débat public, pour les politiques publiques, aussi bien au niveau international qu'au niveau le plus local, des arguments qui soient des arguments qui puissent donner lieu à discussion, débat et controverse. Merci de votre attention. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce livre-là, si vous voulez, et je trouve que cet entretien est idéal. On ne pouvait pas mieux trouver, donc merci John Rawls, et merci à sa femme d'ailleurs, qui est toujours vivante, qui a donné, disons, l'autorisation de traduire et de diffuser en fait cet entretien. Donc merci à Rawls d'avoir donné cet entretien en 91 à ses étudiants, parce que c'est lumineux. Moi-même, j'étais étonné, parce que quand on lit, on en parlait tout à l'heure, quand on lit la théorie de la justice, c'est un travail, c'est un investissement intellectuel. Donc comment faire pour persuader les lecteurs que cet investissement intellectuel en vaut la peine? Vous avez un quart d'heure de lecture. Alors, notre introduction à Véronique et à moi demande un peu plus de temps. Il y a 45 pages, c'est pas beaucoup. Donc on a fait une introduction light, je veux dire, non pas light, sérieuse. Véronique ne serait pas contente, je retire ce terme. Elle serait furieuse contre moi. Une introduction extrêmement sérieuse, précise, mais pédagogique, et un entretien qui lui-même, si vous voulez, est lumineux. Donc John Rawls a fait tout le travail pour nous. Il vous faut 20 minutes pour lire cet entretien, et cet entretien vous persuade, suffit déjà à vous persuader du bien fondé de la lecture, alors disons de l'ouvrage que Madame a dans les mains, c'est-à-dire La justice comme équité, une reformulation, première chose, et puis ensuite, une fois que vous avez lu la reformulation, ce qu'il appelle the restatement, c'est un terme qu'il n'aimait pas beaucoup, mais il en parle dans l'entretien, c'est assez amusant. Il dit « Ah, c'est pas un bon titre ». Effectivement, appeler le titre d'un bouquin la reformulation, ça donne vraiment pas envie de l'acheter. Mais bon, son souci n'était pas de vendre des livres. Et ensuite, vous lisez la théorie de la justice. Et vous lisez la théorie. Et quand vous arrivez à ce stade, après l'entretien, la théorie de la justice, une reformulation, et que vous arrivez à la théorie de la justice, eh bien véritablement, là vous jubilez. Vous êtes devenu une philosophe rawlsienne, vous êtes capable de percevoir la rigueur de cette construction et de prendre plaisir aussi. C'est ça la philosophie, on passe son temps à construire des arguments, des contre-arguments et des choses comme ça. Derrière ça, si vous voulez, il n'y a pas une perversion particulière. Peut-être qu'il y a une perversion, ça, je n'en sais rien, mais si vous voulez, il y a quand même ce plaisir et ce goût de l'argumentation. Donc quand vous avez le goût de l'argumentation, vous voulez le transmettre. Et pour le transmettre, il faut trouver des moyens.